Tout d'abord, merci Jean-François pour l'invitation. Merci à vous tous pour ces 2 jours où on a partagé des idées, on a partagé des principes et j'espère que ces deux jours soient le démarrage d'un parcours qu'on doit faire ensemble parce qu'en parlant avec vous singulièrement, je me suis aperçu que si les sections et les consorteries sont séparées par les montagnes, par les Alpes, ils ont des problèmes communs et peut-être des solutions, des idées de développement communes. Donc, merci de ces deux jours. Quand on parle de consorterie valdôtaine, on parle de sujets qui sont définis par 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la communauté locale, le village et les personnes qui habitent dans le village. Le deuxième élément, ce sont les biens agro-silvopastoraux, donc les bois, les réserves de chasse aussi. Je racontais ce matin que le roi Victor Emmanuel II a acheté 5000 mètres de terrain dans une consorterie dans ma commune pour construire des champs de chasse, donc des biens, des eaux. Vu que le nom complet du réseau est réseau des consorteries et des biens communs, il y a aussi des fours, des moulins de village, et tout ce qui est généralement de propriété d'une petite collectivité qui est individuée dans le village, dans l'OMO et pas dans la commune, généralement. Le troisième élément, c'est l'usage ab immémorabili du bien. Donc on doit avoir des traces historiques que les communautés qui habitent les villages depuis très très longtemps ont été capables de gérer les biens et de se donner des règles afin que ces biens soient arrivés jusqu'à nous presque intacts, sans avoir des modifications, de grandes modifications. Donc, pour ce qui concerne l'association, elle est née au mois de décembre du 2020, mais elle a été, comme concept, elle est née en 2017. Moi, je venais d'être élu président de la consorterie de l'Alpe-Grezon, qui est la consorterie que je conduis en ce moment. J'avais contacté Robert Louvain pour avoir des renseignements sur la loi régionale de 1973, la vieille loi régionale sur les consorteries de la vallée d'Aoste. Et Louvain m'a dit « calme-toi parce que le Sénat il est en train d'étudier une loi sur les biens communs de toute l'Italie et il faudra qu'on bouge pour traduire les principes de la loi nationale dans une loi régionale d'une loi régionale plus adaptée au territoire et à la culture de la vallée d'Aoste. En 2018, cette loi a été approuvée en novembre 2017. En 2018, on a commencé à faire des réunions, des rencontres presque dans toutes les communes de la vallée d'Aoste. On a écouté l'opinion des vieux Parzaliens, des Parzaliens plus anciens. On a écouté l'opinion des communes, parce que le projet de loi régionale qu'on vient de présenter à la région Vallée d'Aoste concerne les communes aussi, on verra pourquoi. On a traduit les informations prises, les idées, dans une loi régionale qui a été présentée pour la première fois à l'assessorat de l'agriculture en 2019.
Malheureusement, on a eu dans les dernières années de l'instabilité politique. On a changé 2 fois de gouvernement. L'année passée, on allait aux élections en septembre 2020. Maintenant, on a commencé un dialogue avec les offices, avec les bureaux de la région Vallée d'Aoste. En particulier, le bureau législatif, qui nous a mis les points sur les i et les virgules au milieu des phrases, comme il est juste qu'il soit. Bon. Et avec l'assessorat des finances pour l'assessorat à l'économie de la Vallée d'Aoste, pour comprendre si dans notre œuvre de réanimation et de valorisation des consorteries, il pouvait avoir besoin de quelque argent en plus. Pourquoi je dis réanimation? Parce que en 1960, au cours du premier recensement de l'agriculture au niveau italien, on a vu que les consorteries en Vallée d'Aoste étaient présentes en nombre de 458. Lors du deuxième recensement, qui a été le moment où les consorteries présentaient une demande de reconnaissance à la région Vallée d'Aoste après la loi du 1973, il n'en restait que 250. Maintenant, on a une quinzaine, à être optimiste, 13 peut-être, je crois, c'est plus 13 que 15, consorteries inscrites au réseau. Il y a eu une période de perte de mémoire collective, d'abandon du territoire, de l'agriculture énorme. Et c'est ça qu'on doit premièrement rétablir dans les nouvelles générations, dans les communes aussi. Je le racontais hier à quelqu'un, lors de cet recensement, la région Vallée d'Aoste avait demandé à toutes les communes de signaler la présence de consorteries dans le propre territoire. Une commune, on savait très bien qu'il avait plus ou moins 10 consorteries, le maire a répondu, on n'a rien du tout. Donc le maire même ne savait pas que dans son territoire étaient présentes des consorteries. Ça, c'est l'état des faits. Alors, la loi régionale a été construite sur les principes de la loi nationale. Donc, il a affirmé que les consorteries sont soumises à une administration privée et pas publique. Hier, Robert Louvain l'expliquait très bien pourquoi. Il a dit que les actes et les délibérations des conseils de la consorterie et des assemblées sont des actes autonomes, tandis que la vieille loi disait que les actes des consorteries devaient être mis à l'approbation du conseil communal compétent. Je vais prononcer des mots italiens là, parce que ça, je trouve que c'est une très belle expression. La loi définit les consorteries comme beni intergenerazionali. Donc, je trouve que c'est merveilleux ça. Des biens qui passent d'une génération à l'autre sans perdre de fonctionnalité, parce que selon la loi, ils sont destinés perpétuellement à un usage agro-silvopastoral. Donc je trouve que ça c'est vraiment, vraiment bon. En 2020, on a aussi contacté l'association des communes de la Vallée d'Aoste afin qu'elle nous donne une main pour envoyer un questionnaire à toutes les communes en manière de pouvoir répéter l'ascensionnement de 1960. On veut comprendre combien de consorteries sont encore actives,
combien ne sont plus actives, mais elles pourraient se réactiver, et combien, on espère le nombre plus petit possible, et combien ont été privatisées. Parce que le phénomène a été, je crois que le phénomène dans les derniers 50 ans a été plutôt actif en Vallée d'Aoste. Une autre chose très importante de la loi régionale, du projet de loi, c'est qu'il donne à la consorterie le pouvoir de pouvoir reconnaître, il donne au réseau, excusez-moi, le pouvoir de pouvoir reconnaître les consorteries. Ce n'est plus la région qui examine, ce n'est plus la région qui décide, toi tu es consorterie, toi non, toi peut-être, mais c'est notre association. En vertu du pouvoir qui nous dérive directement de la loi nationale, de l'autonomie des actes des consorteries. On est clairement une association volontaire, on ne prétend pas d'avoir 10 000 associés, mais on veut être le sujet auquel les administrations et les consorteries elles-mêmes s'adressent quand il y a des problèmes à résoudre. En ce cas, on est en train d'étudier des formules de convention, de collaboration avec d'autres associations pour pouvoir donner quelques services en plus, comme le service fiscal. Pas toutes les consorteries peuvent se permettre de payer des commerciaux, des techniciens, des commerciaux, etc. Il faut que le service soit donné clairement toujours à paiement, mais à des prix très contenus, parce que la grande partie des consorteries n'est pas née et n'a pas la fonction de produire du profit. Ce n'est pas une société, ce n'est pas une entreprise. Et à témoignage de ça, l'autre jour, je lisais un livre sur la vie de François Vignier des Étoiles, qui a été le premier intendant du royaume de Savoie, en Vallée d'Aoste. Il disait que les consorteries en Vallée d'Aoste étaient généralement mal administrées, mais la présence des consorteries donnait la nourriture aux personnes. Et c'est pour ça qu'il était indispensable de les sauvegarder. C'était François Vignier des Étoiles à la fin de 1700, je crois. La dernière chose importante, c'est l'institution des jurys des consorteries. Les jurys des consorteries sont des personnes reconnues comme les plus préparées, celles avec plus d'expérience en matière de biens communs et d'usages locaux, pour faire, je ne sais pas comment dire en français, nous on dit les médiateurs entre deux consorteries, entre les parts ayants et les consorteries, avant de procéder au degré du judice. Donc, avant de l'avocat, avant d'autres procédements légaux, les jurys interviennent pour donner un avis. On a des dernières nouvelles. Nous ont dit, nos politiciens valdôtains nous ont dit que la loi qui vient de sortir des offices, des bureaux de la Vallée d'Aoste, la loi devrait être approuvée avant la fin de l'année. Donc c'est une très belle nouvelle. On espère qu'il ne soit pas seulement des blagues, mais qu'il soit quelque chose de réel. On espère que dans le futur, la gestion des consorteries puisse améliorer.
on s'est posé un problème qui je retiens fondamental, qui est le paiement des impôts de la part des consorteries, parce que selon l'opinion des fonctionnaires de la région Vallée d'Aoste, ils nous disent si les consorteries seront vues comme des administrations privées, ils devraient payer des impôts. On n'est pas trop d'accord. On n'est pas trop d'accord, surtout pour les impôts sur les revenus, qui en Italie sont de 24% des revenus totaux d'une entreprise, mais nous, on n'est pas une entreprise. On lui ferait comprendre surtout ça. Mais il y a un autre impôt, nous on l'appelle l'imposta di registro, c'est un impôt cadastral qu'on paye selon la valeur des biens qu'on vient de considérer. Plus c'est directement proportionnel, le 15% de la valeur des biens, de la valeur fiscale des biens. Je me suis fait deux comptes, on a seulement de terrain, donc 100 bâtiments dans ma consorterie, on a 500 000 euros de valeur cadastrale, de valeur fiscale. Si on doit payer le 15% seulement pour démontrer qu'on existe, parce qu'on existe depuis 1646, qui est les premières traces de l'existence de ma consorterie, on a des recherches, on a des documents vieux et on doit payer pour avoir le titre, pour entrer dans le plein droit de ce qu'on a. Je le trouve vraiment stupide de ce point de vue. Alors, je termine en citant César Emmanuel Rapin, qui a été un ancien maire de la commune de Cogne. Il a été le maire qui a établi les premiers règlements de l'usine et de l'extraction du minéraux de Cogne, qui a été dans les années 900 la vraie fortune du pays. Il était un maire socialiste, un grand admirateur de Marx, et disait « Si les consorteries vont disparaître, je le dis parce que je ne suis pas à mémoriser ça, des maux déplorables en seront la conséquence, et les pauvres seront privés d'un des aliments matériels de leur existence. Selon moi, parmi ces mots, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les consorteries. » Merci à vous encore. Pour être sûr d'avoir tout compris, le réseau que tu appelles le réseau des consorteries, c'est une association? C'est une association. Elle a été créée donc en quelle année? 2020, le 15 décembre 2020. Donc c'est extrêmement récent. Oui. Avec un rôle multiple qui est essayer de résoudre des problèmes, rencontrer divers. Une sorte de rôle de médiateur, le fameux jury que tu évoquais, c'est précontentieux, c'est avant d'aller devant la justice, on essaie de trouver des solutions. L'objectif, exactement, c'est de trouver des solutions sans aller en contentieux avec personne. Et comment elle a été reçue, la création de cette association, par les autres acteurs du territoire? Alors, on a eu une belle attention de la part de la région Vallée d'Aoste, parce que les fonctionnaires ont vu la naissance d'un réseau comme une occasion de se libérer des compétences qu'ils ne veulent pas avoir, parce que les compétences de la région Vallée d'Aoste sur les consorteries, depuis 1946, depuis l'approbation du statut d'autonomie valdôtaine, c'est une compétence primaire. Donc la région peut faire des lois, doit faire des lois, regarde les consorteries, mais les techniciens ne sont pas formés pour comprendre les problématiques des biens communs.
Et trop souvent, ils font ils ont une confusion dans la tête et ils pensent que les consorts d'amélioration foncière puissent substituer les consorteries. Ce n'est pas comme ça. Parce que le consort d'amélioration foncière, c'est un sujet qui fait d'amélioration foncière sur des terrains des particuliers. Mais il n'y a rien à voir avec la propriété, avec le droit, avec les droits d'alpage, avec les droits des eaux, etc. Donc, après, il y a le mot consorterie qui est en commun. Oui, ça, oui. c'est ce qui fait confusion. C'est seulement ça, oui. Et tu as dit, l'association, elle décide donc de ce qu'est une consorterie ou pas. Ouais. Mais ça, c'est une délégation de compétences de la région, alors. Oui, c'est une délégation de la région. Pas trop de délégation, mais... donc elle a accepté que vous fassiez accepté, le travail. Oui. Alors, si on pense que, je le disais au début, si on pense qu'on a eu 250 demandes de reconnaissance à la région Vallée d'Aoste, seulement 25 ont été acceptées. Et aux autres, ils n'ont jamais dit non. Toi, tu n'es pas consorterie. Ils n'ont rien dit. Donc ces demandes sont encore là qui attendent le destin. Voilà. Et là, c'est la preuve, c'est l'épreuve la plus claire et voyante que les fonctionnaires de la région n'ont pas de compétences pour décider ce qu'est consorterie et ce que n'est pas. Donc l'association a combien de membres? Pour l'instant, une quinzaine. C'est ce qu'on disait. Une quinzaine, on a été malheureusement bloqué par le Covid. On n'a pas pu faire des rencontres publiques. On n'a pas encore pu faire cet associement de l'association des communes. Donc, on a travaillé principalement avec le bureau de la région pour la loi. C'est ça qui nous intéresse plus maintenant. Mais on se pose aussi la question de comment être fort politiquement. Être plus fort. Le plus fort possible signifie avoir plus d'associés possible et voilà. Alors, 15 membres, mais combien de personnes derrière en fait? Combien de consorts? Non, c'est 15 consorts. Alors, pour être associé, c'est le président qui va faire, qui fait demande, qui s'inscrit au nom de la consorterie, et après il participe à l'assemblée, il participe aux activités de la consorterie. Oui, mais je veux dire, combien d'ayants droit derrière? C'est une belle question là. Si je pense que ma consorterie a une quarantaine d'ayants droit, on est un petit village de 200 personnes. Et alors c'était le chef de famille qui était le représentant, je crois une centaine minimum. On a des consorteries très très petites aussi. Hein. D'accord. Donc 15 membres, mais en réalité... Même plus, 200 peut-être. 200 ayant droit, oui. Moi, je vais parler de combat, parce qu'on en est au stade des combats, essentiellement juridiques. Moi, j'espère, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut passer par là pour faire reconnaître les droits des habitants, et c'est le nom de notre association, Association Force de Défense des droits des collectivités villageoises et des biens et des droits des habitants. Voilà. J'ai eu du mal un peu à entendre hier que les membres des sections se désintéressent du patrimoine commun. Alors pour moi, ce n'est pas du tout un désintérêt, c'est qu'ils ont été mis de côté au moins depuis la loi Montagne de 85. On les a considérés comme des personnes non visibles, en confiant aux municipalités la gestion d'un maximum de sections de communes, en les privant de revenus, des biens de section, alors qu'ils avaient
Avant le revenu, j'entends du bois de chauffage ou du bois de tourbe, ou de la tourbe, pardon, par l'extraction en commun de cette ressource, le bois de chauffage, le bois de construction. On les a aussi privés, et ça c'est la loi de 2013, de quelque chose que je trouve essentiel, c'est que jusqu'en 2013, les ayants droit, membres de section, payaient la taxe foncière solidaire. Elle était répartie entre les habitants. Et les gens savaient qu'ils étaient attachés à un patrimoine parce qu'ils en payaient des impôts fonciers. La loi de 2013 a mis la taxe foncière à la charge de la section. La section n'ayant pas de service comptabilité, pas d'ordonnateur, ça passe par les finances communales et par le maire. Et les percepteurs aujourd'hui n'hésitent pas à dire, à faire des attestations, la commune a payé sur le budget communal les impôts fonciers des sections depuis 3 ans, donc on peut transférer, monsieur le préfet, vous pouvez transférer les biens aux communes. Ce qui est vraiment catastrophique parce que les gens n'ont pas été informés, ils payaient leurs impôts fonciers et ça nous crée, on avait des listes de rôles d'imposition foncière auxquels on pouvait se référer pour savoir quelles étaient les habitations qui étaient membres, ou quels étaient les habitants membres de tel ou tel village qui faisaient partie d'une section de commune. On n'a plus ça actuellement. Alors n'importe qui peut se revendiquer d'une section de commune où on peut dire à n'importe qui, ah ben non, vous faites partie de rien. Alors ça, c'est... Je crois que les gens ont besoin qu'on leur redise qu'ils avaient des droits sur ces biens, mais quels droits, il y en a très peu. L'affouage, on en fait quasiment plus, tout au moins il y a suffisamment d'entités qui s'opposent à la distribution du bois ou des revenus. Les terres sont réservées aux agriculteurs, reste en général le droit de cueillette et de chasse. Encore que le droit de chasse est souvent réservé à des associations et les 3/4 du temps, les sections n'en tirent aucun revenu. Parce que le droit est concédé gratuitement. Il existe encore de l'éligibilité en quantité. Pardon? L'éligibilité en quantité, enfin, oui. Je pense aux éraiches chez nous, oui. on a Alors, les habitants ne sont surtout plus, enfin les membres de section, puisque maintenant on ne dit plus ayant droit des membres de section, les habitants ne sont plus du tout associés aux décisions de gestion du patrimoine. Et je regrette que la personne de l'ONF ne soit pas là, parce que je me serais fait un plaisir. Ils n'ont absolument aucun accès aux délibérations et aux délibérations ou arrêtés des maires, arrêtés des préfets. Quand vous demandez un document administratif, c'est la croix et la bannière pour l'obtenir. Il faut saisir la CADA, attendre des mois, voire saisir le juge pour arriver à faire sortir une délibération et qui plus est les comptes des communes ou les comptes des sections. Voilà. Pourtant, c'est un droit fondamental du citoyen. Mais aller dans une mairie, demander une délibération, c'est souvent compliqué. Alors, si vous demandez les comptes, c'est terrible. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer, mais c'est pas simple. Et puis quand les gens n'avaient pas l'habitude de contester la réponse négative d'un maire ou d'un préfet, on restait, le préfet a dit, le maire m'a dit. Mais ça, c'est la pire des choses. Il faut apprendre aux citoyens, je crois, à exercer leurs droits. Alors nous comprenons pourquoi, souvent pourquoi, il est si difficile d'accéder aux comptes des sections notamment et aux délibérations, parce que souvent, malheureusement il en a constaté, Bernard, il y a énormément de détournements d'argent des revenus des sections. Alors je vais prendre un exemple, c'est sur une commune du Cantal que je connais bien. Vous savez sûrement que lorsque les sections n'ont pas de commission syndicale élue, les municipalités doivent inclure dans le budget de la commune des états qui retracent les recettes et les dépenses de chacune des sections. Et le cas de cette commune, qui s'appelle la commune de Diane, dans le Cantal, je crois qu'il y a plus de 30 sections dans la commune. Certaines qui sont quasi inexistantes, mais d'autres qui ont un fort patrimoine. Et je demande des états spéciaux annexés, donc un petit peu de bagarre pour les avoir. Et puis je vois, c'est un état global, hein, alors telle section, entretien, personnel communal, 50 000 €.
pomper sur les biens de section. Achat d'un véhicule électrique, 26 000 €, je ne sais pas trop quoi. Achat d'un tracteur, 25 ou 30 000 €. Enfin, voilà, ça faisait une somme assez importante. J'appelle le maire que je connais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Il m'a dit, mais c'est la préfecture qui m'a dit de faire comme ça. Donc je téléphone en sous-préfecture, le service qui gère tous les biens de section du Bretagne. La dame un petit peu gênée, elle me dit, mais madame Legrand, c'est nous qui leur avons dit, parce qu'il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Et puis de toute façon, on est couvert, on a l'avis du pôle juridique d'aide aux collectivités locales de Lyon. On a un avis. J'ai dit, écoutez, moi cet avis, je veux le consulter. Vous n'avez pas le droit de le consulter. Voilà. C'est sec, commission d'accès aux documents administratifs, et 8 jours après, j'avais cet avis, qui mentionnait bien en fond de page qu'il n'était pas utile de divulguer ce document. Mais bon, et il y avait ce pôle juridique, qui est l'assistance au préfet, détaillé de textes de loi, très clairement, très clairement, mais il finissait à une deuxième partie en disant oui, mais puisqu'il y a eu une délibération du conseil municipal fixant les tarifs pour un employé communal mis à disposition, pour une tronçonneuse, pour un tarif horaire pour une tronçonneuse, ou pour un camion par exemple, etc. Puisque cette délibération n'a pas été soumise à critique, etc., on peut appliquer. Alors, connaissant un petit peu l'administration, je suis fonctionnaire alors, cette délibération, il me la faut, c'est un document public. Je l'ai demandé, elle n'existait pas. Puis donc, la préfecture avait fait un topo à ce fameux pôle juridique pour faire passer ces détournements de fonds. Moi j'appelle ça comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc c'est des choses très complexes et il faut se heurter, il faut vraiment batailler pour avoir ces documents-là. Donc les revenus de section alimentent les budgets communaux, contrairement à ce qu'on a entendu dire, qu'ils restaient dans des comptes qui sont au trésor public et les communes s'en servent depuis des dizaines d'années. Alors c'est pour ça que j'ai réagi très vivement hier au propos du sous-préfet d'Ambert. Je ne le connais pas personnellement, je connaissais son prédécesseur. Bon, mais c'est terrible. On pense à lui et Michel Paguet est quelqu'un qui pourrait nous expliquer son histoire. Les communes, dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, dans d'autres départements, avaient l'habitude, quand les comptes des sections étaient faits, qu'elles avaient vendu les coupes de bois, qu'elles avaient payé l'ONF, les travaux, etc., elles avaient l'habitude de redistribuer une partie des excédents entre les habitants. Délibération, ça se faisait depuis des dizaines d'années, il n'y avait aucun souci. Seulement, le préfet du Puy-de-Dôme, c'était avant la loi de 2013, d'ailleurs c'était en 2010 ou 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les délibérations des conseils municipaux qui avaient pris le parti de donner un petit peu d'argent à chacune des familles. Donc c'est allé très très loin, c'est remonté jusqu'au Conseil d'État. Bon, sur Chambon-sur-Dolore, cette petite commune, l'affaire a été perdue au tribunal administratif, à la cour administrative d'appel, non pas parce qu'il est interdit de distribuer des revenus de la vente de bois, mais parce que la procédure, assez complexe, n'avait pas été respectée. On se trouvait à 6 ans ou 7 ans après la distribution, avec des gens qui étaient décédés, et le maire et son conseil municipal n'ont pas voulu réclamer aux gens l'argent qu'ils avaient touché. Le préfet voulait contraindre le maire a résisté, le préfet a fait les titres de paiement, tout ça pour arriver à une situation où c'était complètement impossible de récupérer par les successions, etc., tout ça pour faire des admissions en valeur. C'est quand même... Alors quand les préfectures me disent qu'elles sont débordées, il faut voir le travail qui se fait mal à propos. Voilà, ça c'était une chose. Le sous-préfet a évoqué sa neutralité. Je suis scandalisée par ses propos, alors que ce soit lui ou d'autres, ils en sont à faire des réunions d'élus pour leur passer la bonne parole, mais ils font aussi des réunions d'électeurs, de section par section, les 3/4 du temps en se faisant accompagner par un avocat, pour expliquer aux électeurs des sections qu'ils n'ont aucun intérêt
de rester en section, qu'il ferait bien mieux de donner les biens aux communes, que ça servirait l'intérêt général, et surtout que les communes pourraient récupérer les revenus des biens de section, et qu'ils n'y perdraient strictement rien. Alors si je parle de ça, c'est parce que ça s'est fait aussi dans les réunions publiques, et que nous avons enregistré les propos. Voilà. Alors, le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général, avec une autre personne de la préfecture, avec le maire, et avec parfois même un avocat, qui vient expliquer aux gens qu'il serait mieux d'en faire ainsi, et à la sortie de la réunion, on leur tend le papier pour signer dedans. Parce que la commune a besoin d'argent. Voilà. Alors quand j'entends les préfets nous dire qu'ils sont neutres, je suis complètement affolée. Alors vous avez d'autres préfets, par exemple, qui vont refuser carrément de reconnaître l'existence d'une section de commune. Ah non, il n'y a pas de section de commune. On a des ordonnances de Louis-Philippe, on a des arrêtés préfectoraux, on a des plans d'aménagement de forêt sectionnelle jusqu'en 2018-2020, mais subitement, le préfet, le maire ne reconnaissent plus la section. Il n'y a pas de section. Vous demandez les terres agricoles, vous ne pouvez pas les avoir, ce ne sont pas des terres sectionnelles. Une telle obstination, j'allais dire, des préfets, c'est absolument infect. Alors c'est vrai que nous, notre association, on est une force de défense. On n'a que des ayants droit qui viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits. Alors quand les préfets préconisent les transferts aux communes, il y a quand même quelque chose d'absolument négatif à ces transferts. C'est notamment pour les agriculteurs, les agriculteurs d'une section sont prioritaires sur les terres pastorales, etc., des sections de communes. Lorsque ces terres passent dans le domaine privé de la commune par un transfert, qu'il soit voulu ou organisé par les services de la préfecture en fonction de la loi de 2013, ces biens deviennent des biens privés de la commune et les conditions de mise à disposition des agriculteurs sont totalement différentes. Et ça devient encore plus grave lorsque les communes fusionnent. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas les agriculteurs du village ou de la section qui ont le droit d'exploiter les terres, ce sont tous les agriculteurs, non pas qui ont domicile, mais qui exploitent les terres sur la section. Donc si vous avez quelqu'un qui a acheté un bout de jardin 200 mètres carrés qui est classé en bout de terrain 200 mètres carrés land, eh bien, il va avoir droit aux biens communaux, même s'il habite à 50 km. Ça, je crois qu'il y a pas mal de maires qui ont fait cette expérience. Voilà. Donc, le préfet aussi a parlé de contrôle de légalité. J'ai fait du contrôle de légalité pour la préfecture, il fut un temps un peu lointain, il est vrai, mais bon, je sais ce que vaut le contrôle de légalité. Et en matière de section, il devrait contrôler les états spéciaux de section, qui sont obligatoires quand il n'y a pas de commission syndicale. J'en ai eu encore récemment, c'est catastrophique. Ils ne sont ni sincères ni véritables, ils ne reprennent pas les exercices antérieurs. On a en gros recettes de fonctionnement, c'est les locations de pâture, quand il s'agit de pâture, taxes foncières et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de travaux, on ne fait pas de travaux sur les pâtures ou très peu. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de dépenses, mais les résultats des exercices antérieurs qui peuvent être de 50, 100 000 euros, bah, ils sont passés où, on ne sait pas. Voilà. Une seule exception à ça que j'ai connue, c'est le préfet du Puy-de-Dôme qui avait demandé à une section d'emprunter 500 000 euros, à une commune, pardon, d'emprunter 500 000 euros pour garder ses fonds disponibles à une des sections. Que tu as peut-être visité, c'est la section des Fontaines à Saint-Ours-les-Roches. Oui. C'est la section, c'est le volcan de l'Artégie qui est en unité touristique. Voilà. Alors le sous-préfet a aussi parlé du contrôle des structures. L'adaptation en matière agricole, c'est un problème aussi très récurrent. La préfecture est chargée de contrôler l'agrandissement des exploitations agricoles en fonction du fameux schéma dont il a parlé. Seulement, ça n'est jamais fait par les préfectures, mais ça a servi de prétexte pendant très longtemps aux maires, aux municipalités, pour dire on ne peut pas attribuer les terres agricoles. On ne peut pas vous attribuer des terres agricoles à vous, exploitants, tant qu'on n'a pas l'autorisation d'exploiter du préfet. Et on a eu très récemment, quand même, en juin 2020,
2 arrêts du Conseil d'État qui précisent que cette autorisation d'exploiter ne regarde absolument pas le conseil des attributaires de biens de section, mais comme le contrôle des exploitations n'est pas fait, vous avez des exploitations qui on en a visité une avec Adrien, où il y avait 650 animaux, 350 hectares, il n'y a jamais eu d'autorisation d'exploiter, et il n'y a jamais eu aucun contrôle de la part de la préfecture. Donc c'est vraiment, s'il y avait vraiment un réel travail de la préfecture, je pense qu'on le saurait. Voilà, ça c'est des choses que je voulais dire. J'ai aussi été très choquée parce que quand je parle des préfets, je parler aussi des services décentralisés, enfin des services tels que l'Agence régionale de santé qui a le droit de regard sur le droit de l'eau. Et comme j'ai appris ici au Couchant, les sources qui alimentent, il arrive que des sources sectionnelles alimentent les réseaux publics d'alimentation en eau potable. Et personne ne se préoccupe vraiment du Code de la santé publique qui prévoit que le distributeur doit être propriétaire de la ressource. Et quand les préfets font des arrêtés pour récupérer le périmètre immédiat, ils n'achètent pas la ressource en eau. Ce qui fait qu'on arrive, des sections ont la ressource en eau qui sert tout le réseau public et les sectionnaires payent l'eau. Voilà. Alors qu'on a des arrêts de la jurisprudence qui dit que quand on achète le sol, on doit acheter aussi la ressource. Voilà. Il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est l'Office national des forêts. Alors ça aussi par rapport aux désintérêts des habitants. L'ONF fait des plans d'aménagement des forêts soumises au régime forestier. Normalement, le plan d'aménagement doit être fait avec avis de la personne morale propriétaire. Mais la personne morale propriétaire n'étant pas la municipalité mais la section, les électeurs, quand il n'y a pas de commission syndicale, devraient être consultés. Ils ne le font strictement jamais. Au moment des coupes de bois, c'est aussi une prérogative de l'ONF. L'ONF envoie un modèle de délibération fixant la nature des coupes, etc., demande l'autorisation de vendre. La vente du bois de la section, c'est une vente d'un bien immobilier, et il faudrait l'accord des électeurs de la section qui n'est jamais, strictement jamais demandé. Donc ça, je pense que l'ONF, bon, ils envoient une délibération aux élus, les élus signent, passent ça au conseil municipal, ils signent, point final, ils ne se posent pas trop de questions. Et c'est aussi pour moi une façon de désintéresser complètement les habitants. Parce qu'avant, ils avaient l'habitude, les gens du village se retrouver, discuter des bois, quel endroit on doit couper ou pas, etc., etc. Voilà. Alors il y a une chose qui est intéressante et dont je n'ai pas entendu parler. On a une spécificité en Haute-Loire, ce sont des maisons d'assemblée. Je ne sais pas si tu en as vu. Oui. Ce sont des petites maisons qui ont été construites par les villageois eux-mêmes pour mettre à disposition une maison commune, en quelque sorte, où il y avait une béate, on appelle ça une béate. C'est une femme célibataire qui se mettait à la disposition des habitants mais qui était nourrie, logée. Et elle apprenait la dentelle aux filles, elle faisait un catéchisme, elle faisait de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, elle soignait les malades, etc., etc. Elle sonnait la cloche parce que les gens n'avaient pas de montre à la maison, d'horloge, etc. Et il y en a énormément qui ont été conservées quand même. Certaines ont été démolies, certaines sont transformées en gîtes et d'autres restent des lieux de convivialité importants. Et je m'interroge un peu parce qu'il y a des maires qui m'ont dit on va faire un tiers-lieu pour la commune. D'abord on va prendre la maison d'assemblée, c'est tellement plus simple, elle est déjà faite. Mais je trouvais que c'était un lieu extraordinaire où quand elles ont été conservées en tant que telles, les gens vont jouer à la belote, font des repas d'anniversaire, se retrouvent pour une fête quelconque. Et c'est quelque chose qui devrait être promotionné, je crois. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, le gros souci pour les sections actuellement, c'est que certaines ont des gros revenus, mais elles ne peuvent pas investir. Alors que, bon, je me rappelle, même dans ma section, à l'époque, elles étaient des parts riches, mais les gens disaient on accepterait qu'ils se construisent des maisons, et à la limite, les sections, pour certaines, auraient les moyens de construire un logement, par exemple, locatif, de faire venir du monde, d'intéresser, et je trouve ça lamentable que les sections n'aient pas le droit d'investir.
Voilà. Peut-être qu'elle peut rénover ce qui existe déjà. Oui, mais quand il y a une maison d'assemblée, mais quand il y en a pas. Non, mais d'accord, mais déjà rénover, proposer de Voilà, de mais logements. ça, en général, elles sont très très peu. Non, mais le cadre juridique, c'est trop trop restreint, et on a souvent des municipalités qui sont gestionnaires parce qu'il y a la commission syndicale qui confie à une association dans 1901 la gestion, la perception des revenus, etc. Et là, on est dans une endroit absolu.